dans la tour. Vers la fin du 19e siècle, une grande découverte fut exposée à Paris. C'était le cinéma, connu sous le nom de 7e art. Et sur l'écran, c'était le premier film de l'histoire du cinéma réalisé par les frères Lumière. Lors de la première projection du film, un événement surprenant s'est produit. Au milieu du film, les spectateurs se sont mis debout avec une grande panique. Dans le film, les images du train qui s'approche de la station leur avaient semblé si réalistes qu'ils avaient pensé que le train allait les écraser. Car ils voyaient un écran de cinéma pour la première fois, et en raison d'une technologie plutôt supérieure pour l'époque, ils avaient cru que l'image était réelle. Les spectateurs se sont mépris sur la lumière qui se réfléchit sur l'écran. Ils avaient cru que les images formées étaient réelles. Cent années sont passées entre-temps. Aujourd'hui, la même illusion est obtenue grâce à des lunettes spéciales qui forment un hologramme, c'est-à-dire une image en 3 dimensions. Les personnes qui portent ces lunettes frémissent d'émotion en étant saisies par la sensation que le monde virtuel qu'ils voient est réel. Ils se sentent à l'intérieur de ce monde virtuel. Et ils font tout cela malgré le fait de savoir que ces images qu'ils regardent sont virtuelles. Très bien. Et le monde réel? Se peut-il que lui aussi nous méprenne en raison de sa qualité technique? Est-il possible que nous définissions comme vrai un monde en fait entièrement virtuel et qui n'existe que dans nos sens? Dans ce film est examinée la réponse à cette question. Il n'y a pas de lumière à l'extérieur. De nos jours, les travaux scientifiques ont fait apparaître une réalité extrêmement intéressante. Notre monde est en fait noir-obscur, et la notion qu'on appelle lumière n'est qu'une perception qui se forme dans le cerveau des êtres humains. Car en fait, aucune des sources de lumière ne diffuse de la lumière. Ce qui diffuse à partir des sources de lumière dans l'univers sont les radiations de longueur d'onde et de genres variés, c'est-à-dire les particules électromagnétiques. Une partie de ces particules atteint notre Terre. Certaines de ces particules électromagnétiques, qui produisent sur la Terre de très nombreux effets, lesquels varient en fonction de leur volume, leur poids, leur vitesse et leur fréquence, sont désignées sous le nom de lumière. Nous ressentons les effets de ces particules électromagnétiques sur les différents corps. Tout au long de notre vie, nombre de particules radioactives passent au travers de notre corps. Certaines de ces particules sont très lourdes et chargées d'énergie. La plupart du temps, elles poursuivent leur route en disloquant les molécules qu'elles heurtent. Cette situation est une des raisons de la maladie du cancer. Une partie des particules électromagnétiques sont un peu plus faibles que ces particules. Par exemple, les rayons X. Les appareils de radiographie produits en utilisant les rayons X transforment l'effet formé par les ondes radio en lumière visible. C'est-à-dire, ils font que nos yeux puissent les percevoir. Certains des faisceaux de radiation électromagnétique font office de source à la perception que nous appelons lumière, les photons. Les photons sont des particules beaucoup plus petites et pour la plupart, ils ricochent sur le premier atome qu'ils rencontrent. Et en général, en faisant cela, ils ne font pas de dégâts à l'endroit qu'ils cognent. Parmi ceux-ci, les rayons connus sous le nom de rayons ultraviolets sont chargés avec beaucoup plus d'énergie en raison de leur fréquence, c'est-à-dire leur vitesse de vibration. Ces rayons peuvent pénétrer notre peau. Ils peuvent même être une cause de détérioration dans notre code génétique. Pour cette raison,
En particulier dans les mois d'été, nous devons nous protéger des rayons du soleil à certaines heures. Quant aux photons désignés sous le nom d'infrarouges, ils laissent une partie de leur énergie sur la surface qu'ils heurtent et augmentent la vitesse de vibration des atomes présents là-bas, c'est-à-dire leur température. Pour cette raison, les rayons infrarouges sont également appelés les rayons thermiques. Par exemple, un chauffage électrique diffuse des rayons infrarouges en grande quantité. Et nous ressentons ces rayons en tant que chaleur. Il est clair que les photons produisent nombre d'effets physiques et chimiques, et tous les photons ne sont pas ressentis comme des rayons de lumière. Les rayons de lumière sont les rayons qui prennent place entre les fréquences des rayons ultraviolets et infrarouges. Quant à la seule raison pour que nous désignions ceci comme de la lumière est notre sens visuel. Très bien. Comment notre œil perçoit-il ces photons? Regardons ensemble la réponse à cette question. Celui qui voit, ce n'est pas l'œil. Derrière la couche de rétine de notre œil, il y a des cellules de perception. Les cellules de perception transforment en courant électrique les photons qui arrivent ici. Les nerfs transmettent ce courant électrique au centre visuel dans le cerveau et le centre visuel dans le cerveau interprète ce courant électrique, il forme une image. C'est-à-dire, si les cellules dans nos yeux percevaient ces photons non pas comme de la lumière mais comme des particules thermiques, au lieu de percevoir cette matière comme du rouge, nous ressentirions qu'elle est chaude. Toutes ces informations nous montrent que l'œil n'est qu'une unité intermédiaire qui transforme les photons en signaux électriques. La sensation de lumière ou de couleur ne se forme pas dans l'œil. Nous donnons un nom aux photons de chaque fréquence selon leur longueur d'onde. Rouge, bleu, jaune. Quant à la couleur formée par la composition de tous ces photons, c'est le blanc. C'est-à-dire que cette feuille est blanche parce qu'elle réfléchit tous les photons aux fréquences différentes. Cette feuille est verte parce qu'elle ne réfléchit que les photons aux fréquences qui font percevoir la couleur verte et elle absorbe tous les autres photons. Quant à cette boîte, elle est noire car elle absorbe tous les photons et aucun des photons n'est réfléchi. C'est-à-dire qu'aucun des photons qui atteint les objets de couleur noire n'atteint notre œil en se réfléchissant. Quant à parler d'une détérioration structurelle dans l'œil, ceci signifie en fait que dans la rétine, les photons se forment en des signaux électriques encore plus distincts. En somme, le centre visuel dans le cerveau perçoit le même corps dans des formes très variées. Et ceci est la raison pour laquelle les daltoniens mélangent certaines couleurs et n'arrivent pas à en percevoir d'autres. Ces informations nous montrent que les notions comme le blanc, le vert, le transparent sont en fait uniquement des perceptions qui se forment dans le cerveau. C'est-à-dire que ce sont des faits qui se déroulent dans un environnement obscur et qui sont entièrement physiques. Quant au monde extérieur, que nous voyons et que nous croyons être un endroit tout en couleurs, ce sont les perceptions et les interprétations qui ont lieu à l'intérieur de cette obscurité. En fait, il y a un mur en 3 étapes entre nous et l'original de la matière dans le monde extérieur. D'abord, concernant la télévision devant laquelle on s'assoit et que l'on regarde, nous ne pourrons en fait jamais voir ce qu'elle est vraiment, voir quel type de réalité elle est dans le monde extérieur. Ce qui nous parvient, ce sont seulement les photons qui sortent et viennent de la télévision, c'est-à-dire les particules physiques. Nous ne pouvons jamais aller au-delà de ces particules physiques. Ceci est le premier mur qui se forme entre nous et l'original de la télé. Ensuite, les photons viennent à nos yeux, heurtent les cellules de la rétine et sont transformés en énergie électrique par les enzymes présentes là-bas. Désormais, à ce stade, les photons aussi n'existent plus. Ainsi, un deuxième mur se forme entre nous et l'original de la télé. Lorsque cette énergie électrique atteint le centre visuel à l'intérieur de notre cerveau,
elle subit un changement encore une fois, et elle prend la forme que nous appelons vision. En fait, nous ne pouvons pas aller au-delà de cette vision, c'est-à-dire que nous pouvons percevoir l'électricité arrivant à notre centre visuel, et nous ne sommes même pas au courant de cela. Et ceci est le troisième mur qui se forme lors du processus de notre mécanisme de perception. Alors que même un seul mur peut nous éloigner de l'existence réelle de la télévision, nous ne pouvons percevoir que l'état des données qui ont subi un changement 3 fois. Maintenant, imaginez que vous soyez un sujet d'expérience. Pendant exactement 1 an, vous n'allez pas pouvoir sortir de cette chambre souterraine. Et le seul lien entre vous et le monde extérieur, c'est cet écran de télévision en circuit fermé qui est devant vous. Lorsque vous allumez l'écran, vous rencontrez un tel message. Les images que vous allez regarder sur cet écran sont transmises par les caméras qui diffusent en direct depuis le continent africain. Les images captées par ces caméras sont transmises en direct au satellite. De là-bas, au moyen des récepteurs, elles sont projetées sur votre écran. Le fait que ce message soit juste ou non, vous ne pourrez jamais en être sûr, car il se peut que l'image que vous regardez vienne d'une source artificielle. Bien plus encore, il se peut que l'image que vous regardez soit seulement une cassette installée dans un appareil vidéo qui se trouve dans la chambre à côté. Mais comme vous ne pouvez pas sortir de la pièce, il est impossible que vous alliez en Afrique pour voir les originaux des faits. Et si cette pièce était l'endroit où vous aviez passé votre vie, depuis le jour de votre naissance, et si vous n'étiez aucunement sorti de cette pièce? Si, tout au long de votre vie, vous ne voyez que cet écran devant vous en tant que monde extérieur, alors, à ce moment, le fait de penser que ce que vous voyez sur cet écran sont pour chacun d'eux un original est une probabilité plutôt faible, car la seule donnée que vous possédez sont les images à l'écran. Toutes ces vérités que nous avons expliquées pour le sens visuel sont également valables pour les perceptions de l'ouïe, du toucher, du goût et de l'odorat. Nous percevons chacun de ces derniers dans les centres concernés du cerveau. Quant à leur vraie correspondance dans le monde extérieur, nous ne pourrons jamais y accéder. Le son de la radio que nous écoutons est à l'intérieur du centre auditif dans notre cerveau. Dehors, il n'y a aucun bruit quelconque, il n'y a qu'un mouvement physique que nous appelons onde sonore. Après être passé par divers stades, ce mouvement physique nous parvient en tant que signaux électriques. Ce son, que nous percevons sous forme de signal électrique, nous ne pourrons jamais savoir quel genre d'équivalence il a dans le monde à l'extérieur de nous, ou bien s'il a une équivalence quelconque ou non. Et ces sons que nous entendons dans cette pièce fermée et dont nous pensons qu'ils viennent des forêts d'Afrique peuvent être des sons artificiels générés dans la pièce à côté. Aucune des matières que nous définissons comme le monde extérieur n'est authentique. La terre sur laquelle nous marchons, le ciel, les maisons que nous voyons, les arbres, les voitures et les êtres humains, en bref, toutes choses ne sont entièrement et uniquement que les objets qui existent dans nos perceptions. C'est-à-dire qu'en fait, le monde extérieur est dans notre cerveau et que toutes les images, les sons, les odeurs et les goûts sont uniquement à l'intérieur de notre cerveau dans les centres concernés. Tout comme c'est le cas dans nos rêves. Les rêves. Les mondes fictifs où parfois nous sommes un cavalier qui combat, où parfois nous plongeons dans les eaux profondes et où parfois nous possédons différents corps. Dans nos rêves, nous voyons les matières autour de nous, les touchons, les ressentons. Nous pouvons ressentir leur existence tout comme nous les ressentons en état de veille. Or, tout ceci est uniquement vécu dans notre esprit et aucun d'eux n'est réel. Le rêve est un ensemble de perceptions qui se forment avec l'interprétation des stimuli qui arrivent dans les centres concernés de notre cerveau. Les rêves aussi, comme toutes les autres opérations mentales, sont un produit du cerveau.
Chez une personne, qu'elle soit réveillée ou en état de sommeil, le cerveau diffuse constamment des ondes électriques. Dans une grande partie du sommeil, les ondes du cerveau sont lentes et à basse fréquence, mais à certains moments, elles sont de fréquence plus élevée, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans un mode plus rapide. Le cerveau produit les rêves lors du processus REM du soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouvement rapide de l'œil. Au cours du sommeil REM, les voies nerveuses qui envoient les signaux du cerveau aux muscles sont bloquées. Par conséquent, au cours des rêves, le corps ne bouge pas. Le cortex est mis en action par les stimuli venant de la partie du cerveau qu'on appelle le système cérébral. Et nous, avec nos perceptions qui n'ont aucune concordance avec les matières et les faits dans le monde du vécu, après avoir été heureux ou bien après avoir été saisis de peur intense, d'un coup, nous ouvrons nos yeux, c'est-à-dire que nous nous réveillons. Il est très clair que même le monde dans lequel nous vivons n'est pas à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur de nous. Ceci est une vérité de laquelle nombre de personnes ne s'aperçoivent pas. Quant à la raison de cette erreur, c'est que dans tout ce monde de perception se trouve également une image visuelle propre à notre corps, c'est-à-dire que nous tombons dans l'erreur de penser que notre ego est notre corps. Notre peau blessée qui est source de douleur, notre langue qui goûte, notre oreille qui écoute un morceau de musique, nous pensons que cela vient de notre personne et nous ne doutons aucunement de notre propre existence corporelle. Or, même le corps en question, comme les autres éléments, est entièrement et seulement une perception. La tour est la pièce fermée à son sommet. Lorsque vous regardez autour de vous, chaque chose que vous voyez prend place dans votre centre visuel, c'est-à-dire dans une région de quelques centimètres cubes qui se trouve dans la partie arrière de votre cerveau. À nouveau, votre corps qui ne consiste que d'une perception et dont vous ne pourrez jamais être sûr de l'existence au-delà de cette perception est également ici. Maintenant, supposons pour un instant qu'en dehors de cette perception, vous ayez en outre un corps matériel. Si vous croyez à l'existence d'un tel corps, vous devez accepter qu'un autre corps gigantesque prenne place en dehors de votre corps que vous voyez en ce moment. Vous et tout ce que vous voyez, c'est-à-dire votre pièce ou la totalité des entités au dehors, vu qu'elles arrivent à se trouver dans le centre visuel de la boîte crânienne de ce corps, le corps matériel et physique de ce dernier doit être très très grand. Dans cette situation, vous serez alors une personne miniature vivant dans la boîte crânienne de ce géant. En d'autres mots, vous serez une personne emprisonnée qui vit dans une pièce verrouillée au sommet d'une tour géante, qui ne peut jamais sortir de cette pièce et qui peut seulement regarder l'écran installé devant lui. Si la tour est votre corps matériel pour lequel vous prétendez qu'il existe dehors, si elle est le corps que vous voyez, celui qui est emprisonné au sommet de la tour, c'est le petit homme. C'est-à-dire que la tour est votre corps et la petite pièce qui forme votre monde au sommet de la tour est votre cerveau. Votre cerveau est une pièce fermée de laquelle vous ne sortez jamais, car votre monde extérieur, que vous croyez tout être, est en fait les perceptions qui se produisent dans votre cerveau. À aucun moment, vous ne pourrez aller au-delà de ces perceptions et accéder à la vraie matière. Vous regarderez les signaux électriques perçus par votre centre visuel, mais à aucun moment, vous ne pourrez voir la vraie source de ces signaux. L'erreur du matérialisme. Nombre de personnes ne peuvent pas comprendre que le monde extérieur est l'ensemble des perceptions. Quant à la raison de cette erreur, c'est une philosophie qui dure depuis les périodes anciennes de l'histoire, le matérialisme,
c'est-à-dire le fait de n'admettre que l'existence de la matière. Les matérialistes acceptent la matière comme réalité absolue et ils considèrent comme nulle toute chose en dehors de la matière. Les matérialistes, qui acceptent que l'esprit de l'être humain est un dérivé de la matière, rejettent complètement l'existence d'Allah. Certaines personnes croient qu'il existe une dimension d'existence en dehors de la matière. Seulement, ils acceptent toujours la matière en tant qu'existence absolue. Ces derniers sont des demi-matérialistes. Sous les notions largement utilisées comme métaphysiques ou surnaturelles, repose également cette erreur. Toutes ces définitions faites en prenant la matière comme fondement sont inexactes, car l'existence de la matière est douteuse. Tout ce que nous appelons matière consiste entièrement des perceptions qui se produisent dans notre mental. Le célèbre homme religieux et penseur anglais George Berkeley, qui a vécu au XVIIIe siècle, explique ainsi cette réalité. L'existence des objets, du fait que nous les voyons et les touchons, nous y croyons car nos sens nous les font ressentir. Or, nos perceptions sont seulement les pensées existantes dans notre esprit. Puisque tout cela ne sont que des choses existant seulement dans notre esprit, alors, si nous imaginons que l'univers et la matière sont des existences en dehors de l'esprit, nous serons tombés dans une grande erreur. Les matérialistes, qui rejettent cette vérité et acceptent la matière comme existence absolue, doivent également s'accepter comme le petit homme au sommet de la tour. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi des personnes qui possèdent ce type de pensée et qui n'arrivent pas à comprendre la réalité profonde du monde. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Ils connaissent ce qui est à l'extérieur de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. L'original arabe du mot extérieur cité dans le verset est le mot zahir. La notion de zahir signifie l'aspect extérieur, et comme contrepartie de ce dernier, il y a la notion de batin, et ceci signifie l'origine des faits qui ne se montrent pas à l'extérieur, la face intérieure. Les négateurs ne connaissent que l'apparent de ce monde. Pour cette raison, ils ne peuvent pas comprendre l'existence d'Allah, sa puissance, sa souveraineté sur tout ce qui existe. Quant à la personne qui comprend la réalité du fait que la matière est une perception, il sera entièrement sauvé de ces erreurs que nous avons énumérées et connaîtra l'aspect intérieur de la vie du monde. La matière créée au niveau de la sensation et de l'illusion. Allah a créé tous les êtres au niveau de la sensation et de l'illusion, c'est-à-dire en tant que perception. L'imam Rabbani, qui est l'un des plus grands savants islamiques, explique ainsi ce sujet dans son livre intitulé Maktubat. Celui qui existait était Allah. Il n'y avait rien avec lui, jusqu'au moment où il voulut que sa perfection cachée sorte à découvert. À chacun de ces noms, il a exigé un endroit d'apparition, jusqu'à ce qu'à la place de cet endroit d'apparition, il fasse apparaître sa perfection. Quant à son existence, nulle autre chose que l'inexistence ne l'a acceptée, car la contrepartie de l'existence et son contraire, c'est uniquement l'inexistence, le néant. Lorsque la signification est comme celle expliquée ci-dessus, Allah le glorifié avec sa puissance parfaite a désigné dans le monde de l'inexistence, du néant, un endroit d'apparition pour chaque nom parmi les noms, et il a créé cela au rang de la sensation et de l'illusion. De plus, au moment qu'il a voulu et dans la forme qu'il a voulu. La stabilité du monde est au niveau de la sensation et de l'illusion. Y compris dehors, il n'y a pas d'autre constance et existence que l'essence d'Allah le Très-Haut et ses attributs. Selon ce que nous informe l'imam Rabbani, au rang de l'illusion, c'est-à-dire au niveau de la perception, il n'y a qu'Allah au dehors du monde. L'imam Rabbani explique ainsi que les choses, c'est-à-dire toutes les matières, n'ont pas d'existence en dehors de la perception. À l'extérieur, il n'y a pas d'existence autre qu'Allah,
Peut-être qu'avec la création d'Allah, dont la gloire est grande, ils ont trouvé une stabilité au rang de l'illusion. On voit clairement que les vérités auxquelles ont accédé les sciences de physiologie et de physique moderne d'aujourd'hui, ce sont en fait les savants islamiques qui nous en ont informés. De plus, bien des siècles auparavant, la matière est une vision. Celui qui existe vraiment, c'est Allah le Très-Haut qui crée la matière à partir du néant. Ôtez la notion d'espace. De la même manière qu'elle n'a pas de volume, la matière qui consiste d'une perception ne couvre pas non plus d'espace dans la réalité. La personne qui saisit cette vérité sera délivrée de nombre d'erreurs. En tête de ces erreurs vient la question « Où est Allah ?» Comme la plupart des gens pensent que les corps qu'ils voient couvrent un espace, ils pensent également qu'Allah est loin, dans le ciel ou dans un autre coin de l'univers. Nous considérons certes Allah au-delà de ces dires. Cette croyance erronée, il est possible de la voir dans le récit de Pharaon cité dans le Coran. De manière ignorante, en prétendant que Pharaon était lui-même le seigneur de l'Égypte et qu'Allah était dans le ciel, il a donné l'ordre à son assistant Haman de construire une tour. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et Pharaon dit, « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. » Or, en vérité, il n'y a aucune existence autre qu'Allah, et Allah est partout. Cette réalité est expliquée ainsi dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. À Allah appartiennent l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, le visage d'Allah est donc là. Certes, Allah embrasse tout et il est savant. En général, les gens qui voient les choses auprès de leur propre corps les désignent comme proches. Les galaxies énormes que nous croyons être à des milliards de kilomètres de nous prennent en fait place dans le centre visuel de notre cerveau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas éloignées de nous, et au contraire, ce sont des perceptions qui existent à l'intérieur de nous. Penser le contraire est une très grande erreur qui résulte de la pensée matérialiste. Quant à la seule existence qui nous est beaucoup plus proche que toute chose, c'est Allah. Nous sommes informés ainsi de ce secret dans un verset du Coran. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que la matière et l'espace sont une vision ne croient pas non plus à la vie de l'au-delà, ou bien ils s'approchent avec doute sur l'existence de l'au-delà. Ces personnes questionnent sur la manière avec laquelle Allah va faire disparaître l'univers le jour du jugement et comment, à la place de cela, il va établir le paradis et l'enfer. Or, de la même manière que tous les matins, nous nous évadons du monde des rêves pour revenir à la vie que nous croyons véritable, un jour, notre vie de ce monde va finir et notre vie de l'au-delà, qui est éternelle, va commencer. L'univers est l'ensemble des perceptions, et il est très facile pour Allah de supprimer ces perceptions et d'en donner d'autres à la place. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez toujours pensé que votre corps vivait dans ce monde. Vous avez cru que vous regardiez le monde extérieur depuis votre corps. Désormais,
Vous savez que la matière n'a pas d'authenticité physique, de même que le monde extérieur et nos corps. Car tout ce que nous voyons et ressentons, c'est grâce aux perceptions qu'Allah nous a données. En bref, l'univers est un ensemble de perceptions. La seule vraie existence dans l'univers, c'est Allah le Très-Haut, le Créateur et le Seigneur de toutes choses.